chers confrères, chères consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, la première question que je vais aborder avec vous concerne la justification d'une révision régulière des lois de bioéthique. Ces lois ont été adoptées en effet en 1995, puis ont dû être révisées en quelque chose comme 2001, de 2009 à 2010, et puis par conséquent maintenant. Nous sommes à la 3e révision, ce sera la 4e mouture de la loi. Qu'est-ce à dire? Est-ce à dire que l'éthique serait soluble dans les sciences et les techniques, dans le domaine des différentes activités qui touchent au vivant et à la médecine? En fait, il n'en est rien. Et je vais commencer par vous expliquer ce qu'est l'éthique que nous poursuivons. Je vais vous indiquer ma conviction qu'elle est relativement robuste et stable. Mais évidemment, ces principes relativement robustes et stables ont à s'appliquer à une réalité, c'est-à-dire à des pouvoirs liés aux sciences et aux techniques qui, eux, sont en évolution rapide. Et c'est la nécessité d'appliquer des principes, sinon intangibles, du moins relativement fixés, à une réalité qui, elle, est mouvante, qui justifie ces révisions. Tout d'abord, la définition de l'éthique, lorsqu'on parle des lois de bioéthique. La définition est celle de l'ensemble des réflexions et des actions dont le but est de poursuivre la vie bonne, agir de manière correcte, associée à la précision des valeurs qui la fondent, cette vie bonne. C'est une morale de l'action. Quand je dis que c'est une morale de l'action, je fais allusion à la morale et à l'action. La morale, c'est la science du bien et du mal. La notion de bien et de mal n'est pas étrangère à l'éthique. Mais l'éthique, c'est l'application de ces notions de ce qui est bien et de ce qui est mal dans la résolution de problèmes qui, dans le cadre des lois de bioéthique, sont des problèmes nouveaux puisqu'ils découlent de l'avancée des sciences et des techniques. Presque toujours, l'éthique prend la forme d'une tension qu'il s'agit de surmonter. Cette tension oppose deux réponses possibles à une même question. Ces deux réponses ont leur légitimité, leur rationalité, mais sont totalement opposées l'une à l'autre. Et pourtant, parce que l'éthique est une morale de l'action, il faut trancher. Mais pas simplement trancher, il faut spécifier les valeurs qui fondent le choix que l'on a fait. Toute la démarche éthique est là. Par exemple, peut-on faire de la recherche sur l'embryon? L'embryon humain, s'il se développe convenablement, deviendra un petit bébé, une personne humaine, infiniment respectable. Utiliser le début d'une personne humaine infiniment respectable comme matériel de recherche pose question. Et donc, selon cette approche, non, il ne faut pas faire de recherche sur l'embryon. Mais maintenant, lorsque les ovocytes sont fécondés dans l'étreinte amoureuse, 1 sur 3, pas plus, deviendra un bébé. C'est la proportion. 2 sur 3 ne seront jamais un bébé. Eh bien, dans les techniques de fécondation in vitro, c'est à peu près la même proportion. J'exagère, il y en a un peu plus qui ne deviennent pas un bébé, mais c'est du même ordre d'idée. Ces embryons qui ont été fabriqués parce que l'on voulait
qu'il y ait un enfant, il y avait un désir d'enfant de la part d'un couple, qui ont été conservés dans l'azote liquide, mais qui ne vont pas être utilisés pour une grande diversité de raisons. Faut-il les détruire sans autre forme de procès? Ou alors mener les concernant des recherches dont on espère une amélioration de la prise en charge de l'infertilité, peut-être même des nouveaux traitements pour des maladies dégénératives, c'est-à-dire une forme de solidarité. Cet embryon qui ne sera jamais une personne tendrait en quelque sorte la main à l'humanité des personnes, afin de leur apporter des bienfaits médicaux. Et suivant cette problématique, oui, dans des conditions à préciser, il faut faire de la recherche sur l'embryon. À l'autre bout de la vie, traditionnellement, qu'en est-il des conditions dans lesquelles une personne peut désirer que l'on mette fin à ses jours? D'un côté, certainement, dans une conception laïque, qui ne se réfère pas à la transcendance religieuse, aucune vie n'appartient plus à quiconque qu'à la personne qui la vit. Et dès lors, qu'elle puisse revendiquer d'y mettre fin parce qu'elle trouve intolérable, j'y reviendrai, de prolonger sa vie, peut être considérée en effet comme une liberté essentielle, bien dans l'idéal de la pensée philosophique des stoïciens. D'un autre côté, on va objecter qu'une personne qui demande à mourir, en règle générale, se trouve soumis à de telles contraintes qu'il n'est pas véritablement libre. Et subir une contrainte, y succomber, n'est pas une liberté. Et dans ce cas-là, donner de première intention cette mort, même si elle est formellement demandée, ne semble pas refléter la vraie forme de solidarité envers les personnes. D'un côté, on va être favorable à une loi positive sur l'euthanasie, d'un autre côté, on va trouver qu'elle est singulière. Et pourtant, une morale de l'action, il faut bien que l'on tranche et que l'on indique au nom de quoi. Voilà l'exercice. Le domaine de l'éthique est singulier. On parle de la 4e loi, de la 3e révision des lois de bioéthique. En soi, la spécificité de l'éthique se situe là où la loi n'est pas arrivée. Car c'est le domaine de l'incertitude, de la tension. Une fois que la loi a statué, on obéit à la loi. Une fois que les règles professionnelles ont statué, les codes de déontologie, on respecte les règles de déontologie. Une fois que dans des affaires jugées, la jurisprudence a statué, là encore, ça n'est pas encore la loi, mais un ensemble jurisprudentiel, on n'est plus dans le domaine de l'incertitude. Et donc il y a quelque chose d'un peu singulier à parler de loi de bioéthique. Il faut entendre les lois de bioéthique de la manière suivante. Dans certains domaines, lorsque l'on est doté de pouvoirs nouveaux, la question se pose, ces pouvoirs sont-ils une chance ou une menace pour l'humanité? Sont-ils cohérents ou en contradiction avec les valeurs qui fondent la société? S'il n'y a pas de loi, alors tout ce qui est faisable et rentable sera fait. Si on ne veut pas que tout ce qui est faisable et rentable soit fait, eh bien il faut une loi. Et s'il faut une loi, il vaut mieux qu'elle soit instruite par la réflexion bioéthique. Et donc les lois de bioéthique, ce sont des lois qui vont indiquer comment on doit statuer sur la maîtrise de nouveaux pouvoirs, instruits par la pensée bioéthique, en spécifiant les valeurs qui le font.
Voilà. Une autre question théorique à aborder est également très délicate. Si la bioéthique est la réflexion et l'action sur la vie bonne et la valeur qui la fondent, est-il possible, dans une société plurielle comme la nôtre, et a fortiori dans le monde entier, est-il possible de s'entendre sur des valeurs communes pouvant fonder des décisions communes en matière d'éthique? C'est une question redoutablement difficile à laquelle les réponses divergent assez considérablement. Il y a maints exemples pouvant démontrer que ce qui est bien en deçà des Pyrénées n'est pas bien au-delà. Ce qui est bien à une période n'est pas bien à une autre période. Dans certaines civilisations amérindiennes, en particulier, couper la tête de ses ennemis, les faire réduire et en orner l'entrée du tipi montre un courage et une moralité incontestables. Je vous déconseille de le faire, même avec votre pire ennemi. On considère chez nous que ça n'est pas vraiment désirable. Dans l'Europe victorienne de la fin du XIXe et début du XXe, les jeux de l'amour, la copulation et l'horreur à l'abomination des abominations. La sexualité, il n'en faut pas parler. On met des gants, on attache les mains des adolescents afin qu'ils ne se masturbent pas. On fait ça. Alors que quelques siècles auparavant, en Inde, les jeux de l'amour, au contraire, sont une manière de chanter la gloire de la nature et des divinités. Donc, incontestablement, on peut illustrer en quoi ce qui est bien ici ne l'est pas là, ce qui est bien à un moment ne l'est pas après. Mais ça ne touche pas à l'essentiel. Et moi, tout à fait à rebours de ce que je viens de vous dire là, des exemples que je vous ai donnés, je vais vous démontrer que des principes éthiques potentiellement universels existent et que ce fondement de la pensée éthique potentiellement universel rend possible un débat éthique national et international, même si on arrive évidemment à des avis qui sont différents. Tout d'abord, on va faire une expérience de pensée. Imaginons que les relativistes aient raison, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune morale universelle, chaque morale dépend un peu de la période, du contexte philosophique, religieux, social, etc. Si cela est vrai, le contenu éthique d'un récit très ancien, enraciné dans une civilisation fort éloignée de la nôtre, doit nous être inintelligible. Tel n'est pas le cas. Prenons le premier des récits écrits, le récit de Gilgamesh, beau récit. Il est écrit depuis 5000 ans. Un des premiers textes écrits, et sans doute il existait avant que l'on utilisât les pictogrammes précunéiformes sous la forme de traditions orales. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas forcément familiers avec le beau récit de Gilgamesh, je vais vous en rappeler quelques-uns des ressorts. Jadis, entre le Tigre et l'Euphrate, au sud, la cité d'Ur était dominée par un tyran cruel, Gilgamesh. Son joug était pénible, pesant, et cela se manifestait en particulier par l'application stricte et systématique du droit de cuissage. Il exigeait de connaître les jeunes femmes avant qu'elles ne soient connues, ça va être très anachronique ce que je vais dire là, bibliquement par leur futur époux.
Les dieux s'offusquèrent de cela. Pour les dieux, Gilgamesh se conduisait mal. Et alors les dieux décident d'y mettre fin à cette tyrannie. Pour cela, ils prennent de la glaise, ils modèlent une statue et ils l'animent. Ce texte est de 2000 ans antérieur à la Bible et à la Genèse. C'est évidemment l'origine de la création de l'homme dans la Genèse. Mais les lettrés, poètes de l'époque, sont plus subtils que les rédacteurs de la Bible. Car ils nous disent, le nouvel être ainsi créé, que l'on appelle Enkidu, est grand, fort, animé, il vit quoi. Mais il n'est pas humain. Pour quelle raison n'est-il pas humain? Pour être humain, il faut être humanisé dans une communauté humaine. Les enfants sauvages en témoignent. Un enfant qui, peu après la naissance, n'est pas au contact d'une communauté humaine, lorsque on le retrouve, des années après, a un retard mental largement irréversible. C'est le thème de mon avant-dernier livre, Être humain pleinement. Alors, il faut humaniser Enkidu, et les dieux le confient à une communauté de femmes prostituées, qui lui apprennent tout et qui l'humanisent. Et maintenant, Enkidu est à même de défier Gilgamesh, ce qu'il fait sous les murailles de la cité.